Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. C'est toujours Hassan Radi qui commence le CPP avant que je dise bonsoir à tout le monde. Bonsoir chers auditeurs, chers téléspectateurs qui vont nous regarder sur le podcast. Bienvenue à ce nouveau numéro du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio 1. Vous voyez que le débat commence toujours avec passion et intérêt. Bonsoir à nos invités. Abd Sharif, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Radi, bonsoir. Bonsoir. Sami Larabi, bonsoir. Bonsoir. Akram Kharif, bonsoir. Bonsoir. La question habituelle, celle avec laquelle on commence tous les soirs l'émission, chaque mercredi. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Abd ? Le ministre par intérim du Commerce a décidé d'interdire l'importation de la viande congelée. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette information ? J'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Quelle logique économique, financière, pourquoi il l'a fait, quel est le système de décision qui mène à ce type de décision? Il veut baisser de 15 milliards de dollars la facture d'importation. C'était un de ses objectifs, d'ailleurs, il a dit, c'est on importe des choses qu'on n'a pas besoin d'importer. Hassan Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? J'essaie de m'intéresser à la campagne électorale législative et j'ai vu Ahmed Ouyahia appeler à exécuter les trafiquants de drogue et les violeurs, kidnappeurs d'enfants. Enfin, kidnappeurs d'enfants, ça fait longtemps que ça circule. Il a ajouté les barons de la drogue. Et j'ai piqué une crise de colère parce que en 2017, voir Ahmed Ouihia venir nous parler à la télévision de réhabiliter, d'appliquer la peine capitale pour ce type de délit, on parle de la drogue et il y a du shit dedans. C'est pas alors que Chekib Khalil se promène en toute liberté en Algérie et puis venant d'Ahmed Ouihia, c'est un vrai coup de colère que j'ai subi devant la télévision. Je crois que je regardais moins la campagne. Sami Larabi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? L'image. L'image, c'est une photo des travailleurs de liberté en grève avec une fausse une du journal qui n'était pas sur les kiosques. Ils ont fait il y a eu un rassemblement des prises de parole avec une fausse une en forme A3 qui démontre c'est-à-dire la grève des travailleurs. Et d'ailleurs, la majorité des organes de presse, personne n'en parle. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de solidarité, c'est grave. Alors. Le journal Reporter était, je crois, hier le seul quotidien à en parler. Nous parlerons aussi de cette affaire. Mais pourquoi Maghreb Émergent en a parlé ? Si, on en a parlé, oui. Je parle de journal papier, c'était Reporter et Maghreb Émergent, les deux seuls médias qui en ont parlé. Nous en parlerons de cette affaire liberté dans ce CPP. Akram Kharif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? En fait, c'est toujours lié à c'est la presse en général. C'est la presse cette semaine qui a fait des choses incroyables. On a eu l'épisode Liberté. Et moi, je reste sur l'éditorial de Fatani. On n'a pas parlé du premier. Là, bon, c'est trop. Il faut un moment, il faut arrêter. Qui l'a insulté cette fois ? La même personne. Donc, il a essayé de se racheter en insultant encore plus en insultant les confrères qui ont osé critiquer la démarche. Et bien sûr, vous parlez du deuxième éditorial de Monsieur Fatani, directeur de l'Expression concernant la mise La Poste. De Liberté, non ? Oui. Il se présente comme directeur fondateur de Liberté. J'ai entendre ça dans un clip de Khalifa TV. Non ? Et non, il est encore actionnaire. Il a 6%, je crois. Il n'est pas le seul dans ce clip. Le CPP, donc, on va commencer maintenant par la première partie de cette émission. On va mettre l'accent, évidemment, nous sommes en campagne électorale. Les élections législatives auront lieu le 4 mai prochain. Nous allons mettre l'accent ce soir sur l'état des libertés dans notre pays, en Algérie. Et il n'y a pas meilleure occasion de parler de l'état des libertés en Algérie, puisque nous célébrons demain le 37e anniversaire du printemps berbère. Avant d'aller un peu dans les détails de ce printemps berbère, de cet anniversaire, de parler d'autres affaires liées à l'état des libertés,
J'ai une première question un peu générale à poser. Que reste-t-il aujourd'hui du printemps berbère 37 ans après? Abd. Ce qu'il en reste, il reste énormément de choses en fait. Il reste d'abord une décrispation sur cette question qui a été prise en charge plus tard par des courants politiques, y compris par le gouvernement aussi, par l'État, de manière plus ou moins malhabile. Mais ce que j'en retiens essentiellement, c'est que la prise en charge de la question par le pouvoir a été tellement dans un premier temps, c'était un refus, et ensuite, ça a été tellement mal pris en charge que on ne sait plus aujourd'hui qui veut quoi et comment on peut faire des choses. Moi, je connais la gestion de cette question à une période assez précise où il y a eu de vraies discussions pour essayer d'avancer réellement. Mais c'est la seule chose qu'on sache, que je suis en mesure de décrire de manière précise. Pour le reste, disons que l'indigence de la réaction de l'État a fait que la question reste posée et on ne sait pas exactement ce qui est posé. Ça va d'une revendication culturelle, linguistique, à quelque chose qui est consacré dans la Constitution, au MAC, à l'affaire Fakhar, et donc ça part en miettes. En l'état actuel du pays, ça devient sérieux parce qu'il faut quand même ramasser tout ça et essayer de déboucher sur quelque chose qui fait avancer le pays. Ehsan, ce sont les mêmes préoccupations de 1980 qui sont posées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu quelques avancées ou est-ce que non, il y a aucun doute qu'il y a eu des avancées. Il y en a eu de très importantes. Aujourd'hui, avec le recul de l'état de la presse, le gouvernement algérien, le pouvoir politique, à mon avis, peut légitimement revendiquer la question intermédiaire comme étant la question sur laquelle il a le plus, entre guillemets, modernisé sa relation à la nation. En acceptant la diversité, en légalisant la langue, en l'enseignant, en tous les cas en proposant de l'enseigner, en effectivement organisant une décrispation par rapport à notre relation, à notre identité. Beaucoup d'acquis. Maintenant, Abd a raison de dire pourquoi la question reste posée et comment elle est posée. En fait, c'est pas tout à fait la même question qui est posée. Elle est posée sous l'angle démocratique, encore, la liberté d'exercer le rassemblement, le droit de réunion, le droit d'organisation, etc. Mais elle est aussi posée par rapport aux perspectives que propose l'État-nation, l'Algérie. On a l'impression que c'est fermé, on est sorti d'une guerre civile qui aurait pu faire éclater complètement le pays, qui a laissé de grosses séquelles. Et aujourd'hui, un mouvement comme le MAC, qui propose carrément l'indépendance de la Kabylie, est parti dans un travers qui nous interpelle et qui, en fait, révèle l'impasse politique. S'il y avait une vraie alternance politique, si on était resté sur l'élan d'octobre 88 de l'ouverture, de l'alternance politique, etc., on peut imaginer qu'aujourd'hui, des partis comme le RCD et le FFS seraient devenus de grands partis parlementaires avec une majorité de temps à autre. Ils auraient participé à l'alternance avec d'autres forces politiques et on peut considérer que la Kabylie, le Mzab, que sais-je d'autres, se seraient sentis plus intégrés dans la décision politique. C'est le fait de se sentir exclu de la décision politique qui a ouvert la voie à cette, on va dire, crispation nouvelle, mais sur un autre front. C'est le printemps noir qu'il a créé. Aujourd'hui, on célèbre aussi le printemps noir. Le printemps noir, c'est la version du printemps d'avril, mais la version noire. Samir Arabi, c'est aussi le 16e anniversaire demain de l'assassinat de Massini Sagarmah, un double anniversaire. Ehsan Radi parle d'avancée. Est-ce que vous voyez aussi l'assassinat de Massini Sagarmah? Parce que c'était aussi le 20 avril 2001. Non, c'est une bavure. Est-ce que allez-y. Le mot assassinat, c'est un mot qui est lourd de sens. Moi, j'ai eu à prendre connaissance de l'enquête de la commission Issaïd qui semble un homme crédible. On parlait d'une bavure. Donc, tu vois, voilà, ça c'est l'un des éléments qui font que cette question est prise d'une manière un peu n'importe comment. C'est quoi une bavure, Abd Sharif? C'est une bavure. C'est quoi une bavure? Il est mort. C'est un drame. Mais c'était pas intentionnel. Est-ce que c'était intentionnel ou pas?
Le terme assassinat implique une planification d'un acte, une préméditation, etc., qui est gênante. Et quand tu utilises ce mot, ça donne un sens à quelque chose, alors que c'est peut-être pas le cas. Moi, je reste. C'est une bavure, c'est un meurtre, c'est une bavure. Un meurtre peut aussi être prémédité. Donc vous diriez la mort de Massini Sagalma. Dans une brigade de gendarmerie. Dans une brigade de gendarmerie, dans un système oppressif. Les faits ne gênent pas tels qu'ils se sont passés. Mais voilà, il faut être un peu plus précis sur des questions délicates. Et les 120, les 120 ça, Algériens tués, ça c'est autre chose. On peut parler aussi d'un assassinat ou c'était pas prémédité non plus? C'est autre chose. J'ai parlé d'un mot. Moi, j'ai parlé d'un mot. Et moi, je vous pose une question sur les autres. Par ce qui est venu après, par la suite, et par la réaction des gendarmes. On va demander à Samir. C'était un acteur de ce printemps-là. Oui, pas de souci. Bon, ça dépend par rapport. C'est vrai, par rapport à l'assassinat de Gerbah Massini. Pas l'assassinat. On le reprend instinctivement. C'est-à-dire, selon les enquêtes, c'est une bavure. C'est-à-dire, c'était pas prémédité. Il y avait pas, c'était pas un complot d'abord. Mais après, c'était des assassinats. Il y avait des gens, c'est-à-dire avec des balles explosives, avec des FMPK. Vous avez, par exemple, à Adkar, il y avait 2 personnes qui sont mortes avec la même balle. C'est-à-dire qui a percé le premier et le deuxième. Et c'était dans le dos, c'est-à-dire il visait, c'est-à-dire pour tuer. Les autres, je considère, c'est des assassinats. Il y a eu des ordres, c'est vrai, ils sont pas écrits. C'est-à-dire même le rapport Saad, il n'est pas allé, je l'ai lu, tout ça. C'est-à-dire, il n'est pas allé au bout des choses. C'est-à-dire, à un certain moment, il te ramène dans un carrefour, tu ne sais pas, tu pars où, au lieu d'assumer qu'on croit qu'ils ont eu des ordres, ni le président de la République, ni les responsables de l'armée, ni personne. C'est-à-dire, n'est intervenu pour arrêter ça. C'est-à-dire, et là, c'est-à-dire, je parle pas des exactions. C'est-à-dire, il faut le dire, des exactions, c'est-à-dire il y a eu des jeunes, c'est-à-dire on les attrape, on le fait choisir, on te casse le bras gauche ou droite, la jambe gauche ou droite. Il y a eu des jeunes, des garçons de 15 ans qui ont été sodomisés. Il y a des gens qui ont, c'est-à-dire ils déhomment la brigade, ils les tabassent, on leur enlève tous leurs habits, ils kharjou magdek. C'est-à-dire, et ça on le dit pas, et c'est grave. C'est-à-dire, il faut le redire. Par rapport à la question, c'est-à-dire du jour sur la question de Tamazight, bien sûr, c'est-à-dire celui-là, il y a eu de très grandes évolutions, c'est important. Moi, personnellement, j'ai jamais imaginé que Tamazight soit langue nationale et officielle. Ça, je le dis. Mais la chose a été pervertie. C'est vrai, il y a eu des évolutions, il y a de la pression pendant des années. Il y a une évolution au niveau des élites gouvernementales. Mais qui même au fond, ce qui gênait, ce n'était pas Tamazight en elle-même. C'est-à-dire au fil des années, parce que Tamazight a été une revendication révolutionnaire en 80. Mais à partir des années 90, c'était pas ça. Ce qui les gênait, il fallait qu'ils cassent le mouvement. Ce qui dérangeait, c'était la dynamique sociale, démocratique. Et quand on parle aussi du MCB, il faut pas le réduire sur la question de Tamazight. Il posait la question du développement, il posait la question de l'éducation, il posait la question de la démocratie, de la liberté d'organisation, d'expression, d'émancipation de la femme. C'est ça le MCB. Il avait des ramifications dans le monde du travail, du syndicat, le mouvement étudiant, le mouvement femme. C'était une école, mais dommage. C'est-à-dire cet élan-là, on l'a perdu, mais l'esprit, il est toujours présent, je pense. Et le général-major Mohamed Boustela est resté commandant de la gendarmerie nationale jusqu'à l'année dernière. Il n'a jamais été inquiété ni interrogé sur ce qui s'est passé. Quel bilan pour le printemps arabe, Akram Khalif? Arabe, je sais pas. Amazigh, printemps arabe, je sais pas. Donc le bilan, c'est encore en cours. Pour le printemps berbère, bon, j'ai pas l'âge de l'avoir ça lui ressemble un peu quand même. Mais je pense que en fait, ce n'était qu'un prétexte pour une aspiration à une démocratie, hein, que ça vienne à la démocratie, que ça vienne d'une région comme la Kabylie ou d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Le vrai problème en Algérie n'est pas un problème de langue ou de culture ou d'éducation, c'est un problème de liberté individuelle, de liberté d'entreprendre et de démocratie. Mais si on prend la chose de l'autre volet, de l'autre bout, si tu veux, c'est un problème de gestion des crises et des problèmes du pays. Ce qui s'est passé en 2001,
c'est une centaine de jeunes qui sont morts. Pourquoi le comment, qu'on a suivi les événements de bout en bout. Et ensuite, on se dit, pourquoi ce pouvoir n'a pas su gérer cette situation en évitant ces drames. Et puis, on se rend compte que en octobre, l'action c'était la même, octobre 88. Et donc, c'est un pouvoir qui ne s'est pas anticipé et qui réagit de manière pavlovienne à des situations de crise. Mmh. Et quand ça dérape, il ne sait plus faire, il ne sait plus discuter, il ne sait plus organiser les choses autrement. Et nous sommes dans un pays où il y a avec toutes les manipulations possibles. Donc je veux pas jouer au complotiste, mais il y avait une situation que le pouvoir a tellement mal géré qu'il aurait dû pas. Dans un pays normal, il partait tout de suite. C'est abject. C'est structurel dans le régime. C'est pas une question de savoir ou d'un savoir-faire. C'est structurel. C'est ça, c'est ce que je dis. Le pouvoir après 2001 a inventé un terme unique au monde dans ce domaine-là, qui est la gestion démocratique des foules. Donc, si on s'en tient à cette expression-là, le pouvoir a avoué qu'il n'a jamais su gérer démocratiquement les foules. Donc, il a avoué qu'il tirait sur la foule avant 2001 et avant la création des unités qui ont fini par faire grève et manifester contre lui. Donc, il y a eu un déficit, il y a toujours eu un déficit de gestion des crises, comme a dit Abed. Et dans le cas de la Kabylie, et dans le cas du printemps noir de 2001, il y a eu, en plus de ça, une injustice flagrante envers une population. Et le plus grand perdant dans cette histoire, c'est le pouvoir, parce qu'il a creusé un fossé lui-même qui est maintenant très difficile à combler. Et quand on parle, Akram, donc de l'état des libertés dans notre pays, on peut pas ne pas parler de l'affaire de Kamal Din Fakhar, qui a entamé une grève de la faim depuis plus de 110 jours. La démonstration aussi qui a été rapportée par beaucoup de médias, très très remarquée, de maître Salah Debbouz, qui a entamé une marche à pied d'Alger jusqu'à l'hôpital de l'Arwat où se trouve Fakhar dans un mauvais état. Est-ce que cela témoigne un peu de manière générale? Est-ce que l'état des libertés va aussi mal en Algérie quand on voit la situation dans laquelle se trouve le militant Kamal Din Fakhar, quelles que soient les raisons de son arrestation? Je voulais juste corriger sur une chose très très importante à l'honneur de maître Debbouz. C'est que sa revendication n'est pas la libération de Kamal Din Fakhar, mais la libération de tous les détenus, y compris les Chanbi, détenus injustement et non jugés dans cette histoire. Et c'est réellement en son honneur, et on le voit bien, la démarche qu'il est en train d'entreprendre, avec ses directs sur Facebook, où il s'adresse en 3 langues au peuple, où il est en train de se faire rejoindre par beaucoup de gens sur son parcours, mais aussi un peu partout. On est en train de voir des élans de solidarité, par exemple qu'il faut saluer, les militants du MDS qui sont en grève de la faim, des militants dans d'autres villes qui sont aussi en grève de la faim. Moi qui ne suis pas acquis aux idées de Kamal Din Fakhar, je suis totalement convaincu par la démarche de maître Debbouz. Est-ce que vous êtes aussi convaincu par la démarche de maître Debbouz? Oui, non, en fait, je suis un peu déstabilisé qu'un avocat on arrive un peu à l'extrémité d'avoir à faire ça tout seul. D'ailleurs, j'espère qu'il va se construire rapidement un mouvement de solidarité autour de sa démarche et autour de la situation de Kamal Din Fakhar. Il y a un comité citoyen qui a été créé pour la libération de Kamal Din Fakhar et de ses compagnons le week-end dernier à Alger, auquel il faudra donner toute l'attention et le soutien. Mais il est vrai que cette affaire me perturbe parce que déjà, je m'attendais à ce qu'au niveau de la communauté des Mouzabites, il y ait une plus grande solidarité. Donc, je constate que le mouvement de confrontation avec les Chanbi et ce qui s'est passé à l'intérieur même de la société dans la vallée du Mzab a peut-être trop fragmenté les acteurs au point où aujourd'hui, celui qui était un peu le porte-flambeau de la jeunesse Mzab radicalisée par rapport au potentat de l'administration et peut-être d'autres fractions de la société qui ont
vraiment agresser l'équilibre tranquille et séculaire de la société mozambique, cette solidarité n'est pas présente. C'est un peu perturbant. Mais je voudrais quand même dire un mot sur les parallèles. 1980, il y a eu une grande insurrection en Kabylie qui a donné 0 mort. En dépit d'un mot d'ordre, la manipulation était de notre côté. Hein. C'est nous qui, à la fac d'Alger, Oui, avons lancé le mot d'ordre de 32 morts à Tizi Ouzou pour organiser un élan de solidarité parce qu'on savait qu'il y avait eu l'invasion de l'université de Hasnaoua, du campus de Hasnaoua et de Mdouha. Il y a eu 88. 88, c'est une insurrection d'une autre dimension. C'est le pouvoir central qui était en jeu. Déploiement de l'armée. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. 500 selon le mouvement social, 159 selon le pouvoir. Mais on aurait pu, après la guerre civile en 2001, s'inspirer de ce qui s'était passé en 2000 et gérer différemment ce qui s'était passé. Donc le logiciel de la répression du pouvoir a fait que on a tué pendant des semaines, Samir l'a rappelé sans arrêt, tué et de manière préméditée après l'épisode Germash. Ce qui se passe depuis, pour faire le lien avec la question des libertés, on est toujours dans ce trend. On est toujours dans la démarche du printemps noir, c'est-à-dire dans une démarche répressive. Ce qui se passe avec la vallée du Mzab, ce qui se passe ailleurs, par rapport aux questions de contestation, c'est le logiciel du printemps noir. Est-ce que ce printemps noir fait le terreau du MAC aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire? Nous sommes en campagne électorale. Il est né de ça. Est-ce qu'il est né de ça? Est-ce qu'il continue à se nourrir de ça? Non, pardon, il n'est pas né de ça. C'est-à-dire, il a profité de la conjoncture. C'est-à-dire, ni Farhat, ni ses compagnons n'étaient acteurs dans le mouvement, ni dans le mouvement de structuration. C'est-à-dire, Farhat, il est venu après. C'est-à-dire, Machine, il est né de ça. C'est-à-dire, ils ont profité entre guillemets, de l'échec. Si tu permets, puisque tu insistes, je peux préciser en un mot ce que j'entends par il est né de ça. D'accord. Dans la plateforme de l'Orsal, il y avait une revendication très forte. Oui. L'ordre de tirer sur les gens, entre guillemets, l'ordre, pas de tirer sur, d'utiliser les armes par les forces publiques, doit être pris localement. C'est les maires élus démocratiquement qui peuvent disposer de cette disposition, pas l'État central. C'est l'article 11. C'est pas l'État central, c'est les élus. C'est la mise sous autorité effective des instances élues de toutes les C'est le forces. point de départ de ce qui va permettre le MAC. Parce que c'est pas réalisé. C'est pas, non, sur le plan des idées. Si l'État central est autocratique et qu'il tue les gens, les civils, de la façon dont il l'a fait, et que on ne donne pas cette possibilité aux maires, donc aux élus qui sont contrôlés par la population locale, de choisir le curseur de la répression. Si on ne fait pas ça, ça ouvre la porte à l'autonomisation. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, au moment de la rédaction, c'est-à-dire, il y avait plusieurs, c'était une synthèse. Dans l'histoire, il y a eu d'abord la plateforme du 7 juin, à l'université de Béjaïa, c'était 28 points à peu près. Il y a eu le Qsar, qui a été réduit à 15. Sur la question, c'est-à-dire, puisque la question qui se posait, c'est la gestion démocratique. C'est-à-dire, il faut, quand vous êtes premier magistrat de la commune, je suis premier magistrat, la police ne peut pas agir sans mon autorisation. C'est à peu près le principe. Il y a eu, par exemple, sur la question de la gendarmerie, le départ de la gendarmerie des régions qui le revendiquent. Il y a pas, à aucun moment on dit, c'est-à-dire les acteurs ont dit, départ de la gendarmerie de la Kabylie, des régions qui le revendiquent. C'est vrai, il y a un truc régionaliste. Le seul point, c'était la question du plan Marshall socio-économique pour le développement de la Kabylie. Mais il y a d'autres points, c'est-à-dire qui sont les autres, c'est-à-dire il n'y a pas de souci sur ça. Mais le MAC, il a profité, à vrai dire. C'est la proclamation du MAC, l'autonomie, c'était le 5 juin. C'est-à-dire 2 à 3 mois après l'insurrection, l'auto-organisation, la coordination est née, une plateforme. Et lui, il vient, c'est-à-dire, il croyait qu'en quoi la Kabylie va le suivre. Il était très, très, très minoritaire. C'est après l'échec, c'est-à-dire la régression du mouvement, et là, lui, il commence pas à monter. C'est là. Et le principal argument, c'était quoi? C'est-à-dire, comme si il y a uniquement la Kabylie qui s'est révoltée en 2001. Or, c'est faux. Il y a eu, donc, les émeutes ont touché 43 wilayas. C'est vrai, la structuration s'est faite essentiellement en Kabylie. Alors, il joue sur, comme si les autres, les Arabes, entre guillemets, ne sont pas venus à notre secours, alors ça sert à rien de vivre avec eux. Voilà, grosso modo. Est-ce qu'on peut dire que 16 ans... oui, Abed, vas-y. Là, on part dans des... Abed a brûlé un peu à Ndefla pendant le printemps. On part dans des drames
qui sont en fait la conséquence de quelque chose qui est devenu essentiel dans le pays. C'est un pouvoir, c'est un système qui génère des crises et qui n'a pas le savoir nécessaire. D'abord, il n'a pas le savoir nécessaire pour les anticiper, donc pour les éviter, et ensuite, il ne sait pas les gérer. Ensuite, ça part dans tous les sens. Moi, je me rappelle que la plateforme d'Al-Qsar, elle était scellée et non négociable. Après. Malish, à un moment donné, elle était scellée et non négociable. Oui. 120 morts après, elle a disparu complètement et on a 120 morts. Alors, ça, il y a une responsabilité politique quand on s'engage dans ces histoires. Nous sommes aujourd'hui dans des situations pareilles un peu partout. Ghardaïa, faut pas oublier que Ghardaïa est gérée par l'armée. Techniquement, elle est gérée par l'armée. C'est pas virtuel ou là un peu ou là. Elle est gérée par l'armée. On a évité une autre histoire de Ghardaïa à Ain Salah avec la contestation. Mais on est dans une situation où ça peut redémarrer n'importe où. Et le pouvoir a toujours cette même manière de répondre qui est la répression. Nous sommes en 2017. L'humanité a inventé des systèmes plus intéressants pour gérer ces crises. Et on a un pouvoir donc qui est dans l'ancien temps. Et moi, c'est ce que je redoute le plus. Ceci dit, toutes ces crises, dans leur analyse, moi je suis plutôt proche du regard du FFS. Je ne vais pas dire, c'est pas l'analyse ou la position, c'est le regard. Conserver coûte que ce soit à Ghardaïa, en Kabylie, à Ain Salah, n'importe où, un regard national. C'est comment l'État national peut répondre à ça. Et quand on parle par exemple de cette revendication selon laquelle ça serait le président d'APC qui contrôlerait les forces de l'ordre au niveau local, ça c'est des dispositions de la Constitution, c'est l'organisation de l'État. La revendication du départ de la gendarmerie, aujourd'hui, je peux le dire, c'est une connerie. Moi, je ne demande pas le départ du gendarme. Je demande que le gendarme respecte la loi, que le policier respecte la loi, que l'officier du DRS respecte la loi. Non, ils auraient dû dire et aller plus loin. Dissolution du corps de la gendarmerie. Je ne vois pas pourquoi il existe, par exemple. Là, je suis peut-être d'accord. C'est une organisation de l'État. On est dans une campagne électorale aujourd'hui. On est dans une campagne électorale où des gens vont dans le sud, ils vont dire on multiplie le nombre de wali. Si au lieu d'avoir 48 wali, tu en as 100 et qui se comportent de la même manière, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est cette réflexion que je préfère. Entre le 20 et le 27 avril 2001, la brigade gendarmerie d'Azazga par exemple, a abattu 7 jeunes. A abattu 7 jeunes. À raison de 1-2 par jour. Avec des snipers qui tiraient de la terrasse. Quand tu es jeune de la ville d'Azazga, tu vas pas demander à la gendarmerie de respecter la loi. Tu as envie de manger les murs, tu as envie de dévorer les murs de cette brigade, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Parce que ton État central, il n'est pas capable de te protéger. On est plusieurs mois après. Voilà, donc, non, ça veut dire, il faut intégrer, intégrer la revendication à un moment donné, quand l'État central, non, je suis d'accord avec la vision nationale que nous doit apporter. Mais il faut comprendre que les gens qui ont subi ces snipes pendant tout le temps. Tu les comprends, moi, je les comprends pas. C'est difficile au bout d'un moment, tu peux pas éviter ce type de revendication. Ce que tu dis est inacceptable. Moi, je parle sur un plan politique. Je parle de gens qui ont rédigé des documents. Je parle des gens qui ont été à l'aise pour analyser, pour revendiquer, pour rédiger des documents, ou là, des gens qui étaient chargés de réagir et qui ont réagi. Je ne parle pas. C'est de la chair à canon, les petits jeunes. C'est connu, c'est dans tous les conflits. En octobre, les 180 morts d'octobre, c'est de la chair à canon. C'est dramatique. Et c'est dramatique de voir que
on fabrique de l'émotion ou là on brandit la raison d'État pour justifier des crimes. C'est une bonne revendication de demander le départ de la gendarmerie des endroits où la gendarmerie a tué des gens pendant plusieurs jours. C'est une revendication. Tu peux pas te mettre, quand tu es leader d'un mouvement, tu peux pas aller contre cette revendication. C'est aussi simple. On n'a pas beaucoup de temps. Quand on est en train de parler de l'état des libertés dans notre pays. On peut pas ne pas parler de ce qui se passe dans le journal Liberté, avec une grève qui a été donc enclenchée par quelques journalistes. Une information qui vient de tomber, une trêve a été décidée aujourd'hui. Demain, il devrait y avoir une rencontre avec la direction de la présence de l'inspection wilayale du travail. Si la direction refuse la réintégration, eh bien la grève sera dégelée à partir de vendredi ou de samedi. Qu'est-ce que vous pensez de cette grève qui s'est déroulée dans ce journal Liberté et dont, bien sûr, la PAO de l'Ouatan a aidé à faire paraître? Akram, la grève à Liberté. Bon, en tant qu'ancien travailleur de l'Ouatan, vous me gênez un petit peu. Non, mais la grève est un droit constitutionnel. Les employés étaient syndiqués, ceux qui ont été licenciés. Justement ou injustement, on ne sait pas, mais en tout cas, ils étaient syndiqués, représentaient même la section syndicale du journal. Le sentiment qu'on a, que beaucoup ont dans moi, c'est qu'il y a eu une sorte d'alliance de patrons de presse contre la presse, contre les journalistes. J'aurais aimé voir cette alliance, par exemple, lors de l'interdiction du matin, par exemple, où là, c'était un problème avec l'État et non pas avec de pauvres journalistes. Et là où on n'a pas vu de solidarité des titres qu'on voit aujourd'hui. J'ai donné mon image de la semaine sur la presse, sur cette même presse qui critique ordurairement des ministres, qui est solidaire contre ses propres journalistes, qui paye mal ses journalistes, qui ne titre pas ou n'écrit aucun papier sur 8000 soldats qui ont été tabassés hier par les gendarmes. Donc c'est cette presse presse papier qui veut plus dire grand chose pour moi. La solidarité n'existe plus entre les journalistes quand on voit ce qui se passe à Liberté. Abed, qu'est-ce que vous en pensez? Difficile à dire. Par quel bout prendre la chose, si tu veux. Quand on lit la presse, on est souvent choqué par le n'importe quoi, j'utilise une formule de quelqu'un qui suit le CPP, le tiribarquisme, donc dans ce qui s'écrit. Et ensuite, on a, moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, est-ce que les grévistes de Liberté ont contacté le personnel de l'Ouatan pour demander leur solidarité? Mais il y a un an, autour de cette table, on avait évoqué l'histoire de Khabar et donc l'interdiction de la vente. Et alors, je vous rappelle 2 ou 3 séquences. Le syndicat de Khabar avait annoncé autour du 3 mai, il avait défendu le droit de journalistes propriétaires d'un journal de le vendre à la première fortune du pays. Ça, c'est le syndicat. Et les propriétaires d'Al Khabar, qui sont des journalistes, ont décidé de cette vente. Donc, dans un monde où tout est anormal, où tout est à l'envers, comment tu peux prendre cette affaire-là? On reste... Moi, je préfère aller sur un autre terrain qui est totalement différent. Qui est celui? Qui est celui des ennuis de M. Arbrab. Donc, il a une grève à Liberté. Il envoie un huissier de justice réclamer donc l'argent qu'il a versé aux gens d'Al Khabar à qui il a acheté le journal. Ça veut dire qu'il se désengage définitivement de l'histoire d'Al Khabar. La réaction de la direction de Liberté dans cette crise m'a donné le sentiment qu'il y avait une volonté d'aller à la crise. Donc, voilà. Et si en parallèle, on rappelle les derniers épisodes avec les malheurs de M. Arbrab dans le monde des affaires, je ne peux pas éviter de situer ça dans une espèce de feuilleton Arbrab qui continue à payer des positions qu'il a affichées à un moment donné.
Et donc nous allons voir ce que va donner la réunion de demain. Samir, un mot, oui. C'est-à-dire pour rappeler un truc. Je n'ai pas dit que tu parlais pas, Samir l'Arabie. Puis... Ok, c'est-à-dire puisque je connais d'ailleurs le secrétaire général du syndicat, il est issu, si tu veux, de la dynamique de 2001 d'ailleurs. C'est un prolongement, c'est-à-dire quand il est jeune, il est déjà... C'est le même esprit, quoi, contestataire, tout ça. Ce qu'il faut rappeler, sur le Khabar, par exemple, le syndicat de Khabar, c'est pas un syndicat de journalistes, c'est tous les travailleurs. C'est une section UGTA, il faut le dire, kif à liberté. C'est-à-dire, c'est tout le personnel, le chauffeur, le technicien, il y a certains journalistes aussi, c'est une bataille. Ils ont eu gain de cause, ils ont augmenté leur salaire, ils ont eu de grands acquis, et là, l'administration, veut grignoter, veut remettre en cause la convention collective qu'ils ont signée en 2013. Ils s'attaquent au salaire, intimidation, c'est-à-dire... Et là, la réaction du syndicat, c'était quoi? C'est-à-dire, il y a eu des pourparlers, ça n'a pas débouché, ils ont fait un préavis de grève. Pour aujourd'hui, d'ailleurs, normalement pour mercredi. C'est-à-dire, ils l'ont attaqué en justice, ils ont référé au Jazulioma, à Chiraga. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? La direction, c'est-à-dire, elle licencie le bureau de la section syndicale. Ni la conseil disciplinaire, rien. Ça veut dire afsou ala les lois sociales. Ça veut dire hada dari chi, tu es mon bien, je te jette dehors. C'est inadmissible. C'est-à-dire liberté, normalement, يبدلوا الاسم اسمح لي يبدلوا الاسم يسموها dictature. En principe, est courant, et c'est pas la première fois. À chaque, d'ailleurs, en 2012, c'était en pleine élection, tiens, il a licencié 54 bonhommes à Vital. C'est-à-dire, il est dans une démarche, et il est agressif, je ne veux plus de syndicats chez moi. C'est ça que ça veut dire. Le licenciement, c'est quoi? Le bureau, ça veut dire, il n'y a plus de section syndicale. C'est pas normal. C'est-à-dire, lui, il se présente comme entreprise citoyenne. وراهي لا سيتويانتي علاه الديمقراطيه تحبس في الباب تاع اللوزين ولا في الباب تاع ليبرتي ولا واشنو. Le fil conducteur, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est arrivé chez moi rapidement. Pour passer à la deuxième partie. Bah ouais, il fallait peut-être pas apporter. C'est pas tout le monde qui doit aussi réagir au cas. Le fil conducteur de cette partie, c'était les libertés. Ouais. C'est l'attitude. On est dans les libertés syndicales. L'attitude de la direction de. Moi, je suis très à l'aise. Autoudar Tabrou est un ami. Son attitude est inadmissible. S'attaquer comme ça à une section syndicale et la licencier, ça, de toute façon, devant un tribunal équitable, ça ne peut pas marcher. Il y a des lois dans ce pays, heureusement, et le droit syndical et la liberté syndicale est un droit sacré. Donc voilà, ça c'est l'erreur de départ, c'est le vice de départ. J'espère qu'il va se reprendre, et il en a la capacité, c'est quelqu'un de sensé qui devrait pouvoir, et on vient d'apprendre donc cette trêve-là, je reconnais peut-être un trait de sagesse, peut-être tardif, ça fait sourire Abed, mais un trait de sagesse, c'est chez ce manager. Deuxièmement, effectivement les difficultés de Rabarab. Je m'attendais à ce que tu cites la grève en Italie. La semaine, c'est la plus importante. Je l'ai pas cité. C'est la plus importante. Non, c'est la plus importante. Le groupe Rabrab s'est tellement étendu qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une manière de manager le groupe. On peut en faire une émission au CPP. Il y a une manière de manager le groupe quand on ne délègue pas aux bonnes ressources, quand on n'a pas les bons management. Ça donne ce que ça a donné à Liberté. Ça peut donner Et quand on est dans un contexte, parce qu'il s'agit de la presse, dans un contexte algérien, liberticide, où on ne veut pas qu'il y ait des groupes de presse relativement indépendants vis-à-vis du pouvoir qui se mettent en place, on interdit la session du groupe El Khabar, ça donne cette impasse-là. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement très préoccupant. Troisième point, et je finis sur cela, mon ami, nous sommes quand même dans une symptologie globale de la difficulté de la presse papier. Ça se passe dans les journaux papier qui ont besoin de se redéployer, de trouver des repreneurs qui, lorsqu'ils fonctionnent, comme dans le cas de Liberté, parce qu'ils ont un actionnaire puissant, arrivent quand même à des impasses au niveau social. C'est quand même assez surprenant que ça se passe à Liberté. Et de ce point de vue-là, je pense que les dirigeants de ces journaux-là ont pris du retard et n'ont pas réfléchi à leur redéploiement. Le dernier mot, Abed, avant de clore la première partie. On peut clore. Moi, j'ai juste noté un détail, c'est que Dilem n'a pas fait grève. On se retrouve dans un tout petit moment pour le CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal,
votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Bienvenue à tous, c'est la deuxième partie du CPP. Nous sommes comme d'habitude en direct sur Radio M. On va poursuivre un peu sur cet état des libertés en Algérie avec une information très importante. C'est sur ces centaines d'anciens retraités de l'armée, les blessés réprimés qui ont été donc réprimés dans une manifestation qui a eu lieu il y a quelques jours. Akram, vous vouliez en parler et surtout vous avez une information très importante concernant un futur rassemblement sur ça. En fait, je voulais répondre à Abdjarf qui disait tout à l'heure le pouvoir continue à agir de manière disproportionnée et très violente à des crises sociales qui sont gérables normalement. Une des conséquences, c'est que je viens d'apprendre que les retraités de l'armée qui ont été tabassés hier ont lancé un mot d'ordre d'appel à manifester pour le 4 mai, le jour des élections. Donc le jour où les services de sécurité seront le plus mobilisés sur le territoire. Donc vous imaginez les conséquences que l'ordre de tabasser des blessés de guerre a donné. En fait, pour revenir à ce qui s'est passé, c'est que il y a un comité de retraités de l'armée, de grands blessés de l'armée et d'ayant droit aussi de militaires tués pendant la décennie noire, qui a une plateforme de revendication, qui estime qu'il a des droits pour avoir combattu le terrorisme et qui se sont aujourd'hui lésés de voir des terroristes repentis bien pris en charge, de voir des terroristes repentis organiser des camps d'été sous les auspices des autorités locales et sous la protection des services de sécurité. Et beaucoup de retraités estiment qu'il n'est pas normal d'avoir Madani Mzarag entrer dans la présidence et discuter avec les autres instances du pays. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de revenir au débat de la décennie noire et de réouvrir ce débat-là et de purger, d'expurger tout ce qui est en rapport avec ça. Donc ces gens-là méritent, mon avis propre, méritent un statut de vétéran de guerre. Ils devraient bénéficier d'aménagements qui leur seraient favorables. En tout cas, même si ils ne le méritaient pas, ou si leurs revendications n'étaient pas justes, ils ne méritent absolument pas d'être tabassés, frappés, alors qu'une grande majorité parmi eux étaient blessés. C'est des amputés. Je dis, moi, j'ai été ému par l'image d'un tétra amputé, donc il n'avait qu'un seul bras de fonctionnel, arrêté dans un commissariat et qui était tout de même souriant. Est-ce qu'ils peuvent frapper fort, comme l'ont fait, on se rappelle, les gardes communaux et les policiers qui sont arrivés jusqu'aux portes de la présidence de la République et il a fallu l'intervention du Premier ministre pour prendre leur cas en considération. Est-ce qu'ils peuvent frapper fort, surtout s'ils choisissent la date du 4 mai? Moi, je pense pas, parce qu'ils ont un discours, les pauvres, qui est réellement apaisé, pacifiste. Ils en appellent au président, ils en appellent aux autorités. Ils ne demandent qu'à être écoutés. C'est tout. Donc, ils ne sont pas pour une action violente. Ils veulent juste s'exprimer, ne pas être tabassés. Alors, ce qui a marqué aussi l'actualité internationale cette semaine, c'est évidemment la Turquie avec ce référendum sur la nouvelle constitution qui fait un peu de la Turquie un régime présidentiel, la suppression notamment du poste du Premier ministre. Nous allons essayer dans le CPP aujourd'hui d'aborder cette question de manière objective, constructive, pas de vision comme ça a été le cas malheureusement pro-occidentale, anti-Erdogan, anti-Turquie. On est là pour un peu étudier le cas turc qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'Algériens. On peut aujourd'hui parler d'un pouvoir présidentiel qui se renforce dans ce pays au moment où dans la plupart des pays du monde on se dirige beaucoup plus vers des régimes parlementaires. Abd. Écoute, moi ce que je retiens d'abord, c'est que la Turquie a beaucoup avancé sous Erdogan.
pendant l'ère Erdogan, elle a fait une croissance économique très importante. Mais c'était le résultat des réformes qui ont été engagées avant. Et en fait, c'était les discussions d'adhésion à l'Union européenne. Ce que la Turquie a fait, c'est établir des règles de droit, des règles économiques transparentes qui ont réussi à peu près en Europe, donc qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est. Erdogan est venu au moment où ces mesures commençaient à donner leurs effets. Il a surfé sur la vague et il s'est orienté. Alors, qu'est-ce qui lui a pris? Je me suis posé beaucoup de questions dans un article que j'ai écrit. Est-ce que il a décidé de quitter l'idée, d'abandonner l'idée d'aller vers l'Europe? Est-ce qu'il a décidé de refaire l'Empire turc? Est-ce qu'il a envie d'être un chef de sa propre région plutôt que d'être un second rôle en Europe? Je ne sais pas. Toujours est-il que il est en train d'abandonner par palier cette idée d'une Europe turque pour revenir la guerre en Syrie, au Kurdistan, Daesh, etc. Il est englué dans des problèmes qui ne relèvent plus de cet espace qu'on appelle l'Europe. Et la réforme constitutionnelle qu'il a faite fait de lui un parfait pays musulman. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que avoir des contre-pouvoirs, c'est ça qui fait un État fort. Il a décidé de s'emparer des pouvoirs du chef du gouvernement. Jusqu'où ça est fini? Est-ce qu'il finira en autocrate? Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même, la Turquie s'est opposée à un coup d'État il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a des forces en Turquie qui sont suffisamment fortes pour empêcher une dérive jusqu'au bout, mais je pense que cet homme-là a l'intention d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous considérez que sa volonté de vouloir faire un référendum sur la peine de mort prouve ce que vous venez de dire? Ça veut dire son éloignement de l'Union européenne aujourd'hui? Ça, c'est... en Algérie, on aime beaucoup la formule « la ligne rouge ». C'est rédhibitoire, vis-à-vis de l'Union européenne. Voilà, vis-à-vis de l'Europe, ça, c'est la ligne rouge. Et donc, est-ce qu'il va la franchir? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une démarche électorale comme Ahmadou Yahya? C'est quelqu'un, voilà... C'est quelqu'un qui, dans ses discours, commence à avoir un discours arrogant vis-à-vis des journalistes. C'est quelqu'un qui a mis 100 000 personnes en prison. C'est de la folie. 100 000 personnes supposées avoir été impliquées dans un coup d'État. Mais il faut leur donner le pouvoir, ces gens-là, si c'était vrai. Tu imagines 100 000 personnes qui ont organisé un complot qui est resté secret jusqu'à la dernière minute. Même la CIA ne peut pas faire ça. Et donc, il est dans un engrenage qui va le mener. J'espère que ça va pas aller au crash, que les forces politiques et économiques aussi, parce que il y a une carte de l'électorat turc qui a été publiée, qui est très intéressante. Le littoral et les grandes villes ont voté contre la réforme. Et les zones intérieures, Erdogan, c'est un peu comme le FLN ici. Donc, les zones rurales, l'Anatolie, l'intérieur du pays, a voté pour. Et je pense que la vraie Turquie se trouve dans les grandes villes et dans le côté mer, et que ça l'empêchera d'aller jusqu'au bout. Je suis un peu embêté, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Abd. Donc je parle. Alors tu dois être embêté aussi, Abd. Oui, j'imagine, mais je veux dire, pour utiliser notre ami de Tafsilan. Des leçons sur ce qui se passe rapidement, en deux mots. On a malheureusement pas beaucoup de temps, mais en deux mots, il n'y a jamais rien d'acquis dans la constitution d'un espace, d'une société démocratique. Il y a tout le temps des remises en cause. C'est ça la leçon c'est la première leçon que je tire de la Turquie. C'était presque devenu un modèle pour nous il y a 10 ans. Aujourd'hui, peut-être que la Tunisie dans 5 ans va être beaucoup plus avancée sur le terrain démocratique que la Turquie. Ça va très vite. Quand on regarde les États-Unis, on se dit encore une fois, les incidents entre guillemets électoraux peuvent remettre en cause des processus démocratiques multiséculaires. Qu'est-ce qui permet de les sauvegarder? C'est la société civile et les contre-pouvoirs que les institutions se donnent. Ça, c'est parce qu'on voit Trump, il a essayé de faire passer plein de choses totalement inacceptables et ça a du mal à passer. Donc,
Travaillons sur la société civile indépendante, travaillons sur les institutions fortes qui peuvent être des contre-pouvoirs face aux dérives autocratiques, face à un processus à la Erdogan aujourd'hui en Turquie. Akram. J'aimerais modérer un petit peu les choses. Bon, déjà, la victoire d'Erdogan n'a pas été aussi franche que lui-même attendait. Et bon, certaines personnes en Turquie disent que le message et le signal a été capté par Erdogan, qui ne peut pas laisser libre cours à ses fantasmes, y compris pantouristes, y compris, expansionnistes. Impériaux. Exactement. Erdogan est confronté aujourd'hui à la question kurde, qui risque de réellement miner sa présidence et ses prochains mandats, parce que à trop jouer en Syrie, il a fait en sorte que la question kurde soit maintenant irrévocable. Maintenant, il est très très dur d'imaginer un futur sans un Kurdistan réel, physique. À l'intérieur de la Turquie, à l'extérieur de la Turquie, ce n'est pas important. Mais en tout cas, on est pratiquement arrivé à ça. Il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est en fait l'héritage kémaliste existe toujours en Turquie. Je vous assure, pour être allé là-bas, exactement, pour être allé là-bas, vous verrez, c'est même plus comparable, c'est même pas comparable. Vous verrez plus de photos d'Atatürk que de photos d'Erdogan. En fait, vous ne verrez pas de photos d'Erdogan là-bas. Peut-être que ça va changer maintenant. Possible. C'est la fin de ce Café Presse Politique qui a été très riche en débats, en rebondissements et en débats. Merci à vous tous d'être venus. Si vous hésitez encore de voter ou pas, lisez l'article de Abed Sharaf demain dans le quotidien d'Oran. Pourquoi je risque de voter? On va le lire demain. Merci à Abed Sharaf, merci Ihsan Qadi, parfois co-animateur du CPP, à ma grande surprise. Merci à vous, Samir Larabi, Akram Khariev. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.